Compose, épisode 64. Le premier objectif, c'était vraiment celui-là, d'échanger avec des gens sur les mêmes livres, la même passion, le même sujet. Et après, c'est vrai que de fil en aiguille, c'est devenu mon métier, mais c'est grâce aux gens qui sont là. Et le moment où j'ai vraiment pu en faire mon activité à part entière, c'était au moment du premier confinement. Ouais. Parce que les gens se sont réfugiés dans la lecture et ça a été hyper bénéfique pour moi. En fait, c'est là que j'ai développé ma créativité au paroxysme. J'ai commencé à faire des lives. J'ai été un des premiers à faire des lives sur Instagram pendant le confinement où je recevais des auteurs. Et au premier live, j'avais que des têtes d'affiche. Donc très vite, ça a été fort prisé. J'ai fait ça pendant 2 ans, à peu près 2 ans, puis j'ai un peu arrêté, puis je suis revenu avec les lives, puis on m'a dit c'est plus du tout tendance, donc arrête de faire des lives. Donc j'ai arrêté, et puis c'est vrai que je voyais que les gens avaient moins d'intérêt pour les lives Instagram. Ouais. Et puis c'est vraiment premier confinement qu'il y a eu une explosion. Une explosion. Il y a eu plein de presse avec style 10 comptes sur la lecture à suivre, des livres à aller piocher sur des comptes Instagram, et ça a fait exploser le compte. Et depuis le premier confinement, c'est vrai que j'en vis. Ça a été compliqué d'en vivre bien, mais aujourd'hui tout va bien. Pour démarrer cette saison 4, j'ai le plaisir de recevoir François Kuhn, critique et influenceur littéraire connu sous le nom de Livraison de mots. Ensemble, on a parlé de son travail de fin d'études sur les booktubeurs, du fait qu'il détestait lire plus jeune et de la prof qui lui a fait aimer la lecture, de sa grand-mère, d'évasion, de ses débuts sur Instagram, d'authenticité, d'utiliser sa voix pour les messages importants, du syndrome de l'imposteur, du respect de ses valeurs dans les choix des collaborations, de la difficulté de déléguer, d'entrepreneuriat et de créativité, de laurie, de positivisme. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci François d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Tu es donc critique littéraire, influenceur littéraire aussi, et tu es connu sous le nom de Livraison de mots sur Instagram. Je voudrais qu'on revienne un peu au tout début. Je pense que ton intérêt pour la littérature, il n'est pas né tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton passif par rapport à la lecture ? Alors ce compte Instagram, il a été créé il y a 6 ans et quelques mois maintenant. C'était un 17 mars dans la nuit pour arriver au 18. Et c'est très précis parce que c'est le moment où j'ai achevé un travail de fin d'études sur les booktubeurs. Donc des gens comme toi et moi qui parlent de livres sur YouTube. Et c'est vrai que quelques années avant ça, je détestais lire, et je pèse le mot détester. J'ai jamais vraiment été entouré de livres dans ma famille, plutôt le sport. Et c'est vrai que oui, personne ne lisait comme moi je pouvais lire à ce moment-là, même si je ne lisais pas autant qu'aujourd'hui à ce moment-là. Et je crois qu'avec du recul, je détestais lire parce qu'on nous imposait toujours des interrogations quand on était à l'école, et que j'ai la sensation qu'à cet âge-là, tout ce qu'on veut, c'est réussir. Et réussir à cet âge-là, c'est quoi ? C'est faire 5 sur 10 minimum, et encore, c'est faire plus pour satisfaire nos parents, pour satisfaire les gens autour de nous et ne pas se sentir nul dans la classe. Et ça, j'ai conscientisé tout ça avec beaucoup de recul, et c'est vrai que c'est l'école qui m'a fait détester la lecture, mais c'est aussi l'école qui m'a fait adorer les livres. Parce qu'en première année de communication, j'ai fait un bac com, et j'ai rencontré une prof qui s'appelle Agnès Dumont, qui aujourd'hui, à chaque fois que je le dis, est très timide, très gênée, très intimidée. Et elle nous a tellement bien parlé des livres en cours de littérature contemporaine que je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Et au lieu d'acheter un livre de sa liste qu'elle nous recommandait, j'ai acheté toute la liste. Tout. J'ai tout lu. Et après avoir acheté cette liste, j'ai acheté un livre qui me faisait de l'œil en librairie. Je pense que ça peut arriver. Et je l'ai acheté et je l'ai lu en un rien de temps. Et tout a démarré comme ça. Après, je les ai plus quittés. Et à ce moment-là, c'était surtout des romans, du coup, qu'elle t'a fait découvrir ? Il y avait des romans, mais il y avait aussi des essais. Je me souviens, il y avait des livres très classiques et que j'ai pas forcément adoré, mais
on en parlait ensemble, on lisait ses bouquins et on parlait des thématiques ensemble. C'était pas une interrogation comme avant dans le secondaire où on avait parfois des questions complètement perchées. D'ailleurs, j'ai raté toutes mes interrogations sur les livres, toutes. J'en ai réussi une seule, La vérité sur l'affaire Eikeberg de Joël Dicker. Et ouais, j'ai tout raté, raté. Mais en plus, tu le disais à ce moment-là, dans une autre interview, tu le disais, c'était parfois des textes à trous. Et tu devais remplir par rapport à ce que tu avais lu juste avant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et mes parents se sont énervés en réunion parents. Parce qu'ils disaient, mais comment vous pouvez interroger un élève, un étudiant sur un texte qu'il a lu et compris en faisant des textes à trous. Et c'est vrai au final. Et puis je me suis rendu compte aussi que c'est la seule discipline artistique pour laquelle on nous interroge à l'école. Quand tu vas à l'opéra, quand tu vas au théâtre, on te demande si tu as aimé et ça suffit, entre guillemets. Mais pourquoi la lecture, c'est des interros aussi longues, aussi fastidieuses parfois. Et quand je dis que j'ai réussi celle sur Joël Dicker, c'était 6 sur 10. C'était pas la distinction. Donc ouais, ça a été les livres. Moi, je les voyais pas comme je les vois aujourd'hui. Et aujourd'hui, je les décris comme mes meilleurs amis. Je vis tout avec eux. Je vis tout. C'est trop chouette. Et du coup, tes parents, comment ils ont réagi quand ils ont vu que tu commençais à vraiment apprécier la lecture ? Ils ont dû être surpris. Déjà, ils ont trouvé que je passais beaucoup plus de temps dans ma chambre. Voilà, je sais pas si ça les dérangeait ou pas, mais en tout cas, j'étais moins disponible pour faire des tâches ménagères ou des trucs dans la maison. Mais après, je pense... je sais que plusieurs fois, mes parents, ma famille m'ont dit, mais comment, comment t'es tombé sur les livres et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'en lis autant ? Et c'est vrai que parfois, encore aujourd'hui, mes parents me disent, mais t'as pas mal à la tête à force de lire et c'est vrai que, mes parents, ils réagissent pas trop non plus. C'est pas des gens qui sont étonnés ou surpris mais je pense que pour eux, j'ai trouvé ma passion et ils en sont contents et ça s'arrête là. Mais ils n'ont pas pris le pli de la lecture, par exemple. Alors, il y a des livres et il y a des... Mon papa, par exemple, il adore les bandes dessinées, donc j'en reçois énormément. Je lui en passe. Et c'est vrai que les seuls souvenirs que j'ai par rapport aux livres quand j'étais plus petit, c'est que mon papa lisait des bandes dessinées. Mais pas tous les jours, pas tous les soirs, pas... Je sais qu'il y en avait, je savais où elles étaient à la maison et je sais lesquelles il collectionne encore aujourd'hui. Mais oui, c'est pas un roman, mais c'est de la littérature. La BD, c'est de la littérature. Et oui, ma maman, elle lit pas par contre. Elle lit pas du tout. Mais parfois, je commence à voir que des fois, je leur dis « Ouais, ça, j'ai adoré » ou « Ça, j'ai vraiment bien aimé ». Et ils me disent « Ouais, tu me le passeras », puis ils oublient. Mais c'est plus dans ma famille, à ma grand-mère, que j'ai transmis le goût de la lecture. Et c'est très étonnant parce que souvent, c'est l'inverse. Souvent, on entend les gens qui disent que leur passion pour les livres vient de leur grand-mère. Et moi, c'est moi qui lui ai donné, donc c'est très étrange. Elle lit beaucoup de livres que j'ai lus avant elle. Et elle les adore. À chaque fois, je sais plus ou moins ce qui va lui plaire. Et à chaque fois, elle me dit, une fois qu'elle a terminé, soit elle me dit qu'elle a pleuré, soit elle me dit qu'elle a passé un bon moment. Mais moi, d'avoir transmis ça à ma grand-mère, c'est quand même fou. C'est quand même fou parce qu'elle a jamais appris à écrire. Elle a à peine appris à lire. Et c'est vraiment en lisant de plus en plus, grâce à ce que je fais et à ce que je lui donne, qu'elle lit aujourd'hui. Et c'est fou. Tu dois être trop fière aussi de ça. Bah ouais, je suis trop fière, d'autant plus que j'ai une relation hyper fusionnelle avec elle. Mais c'est vrai que à chaque fois que je vais chez elle aujourd'hui, je vois sa lecture en cours, qui est sur un coin de la table ou dans le salon, et je vois qu'elle avance. Donc c'est même pas pour me faire plaisir entre guillemets, c'est vraiment elle en a envie. Et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui c'est devenu aussi un sujet avec elle de discussion, et ça, quel bonheur. Ça t'apporte quoi, toi, de lire ? Qu'est-ce que ça te procure ? T'as 2 heures ? Oui. Non, ça me procure... déjà, ça me fait voyager. Ça me permet d'être dans mon salon, de m'évader, de me rendre à l'autre bout du monde avec un billet qui coûte à peu près 20 € entre les mains. Donc ça, c'est quand même... je pense qu'il n'y a pas... Enfin, si, il y a peut-être d'autres passions qui permettent ça, mais en tout cas, le livre, c'est vrai que... l'évasion d'abord. Après, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses.
Moi, je pense que j'ai appris un tas de trucs avec tous les romans que j'ai lus, mais pas que. Mais après, elle a tellement de fonctions. Je lis pour le plaisir, je lis pour m'émouvoir, je lis pour ressentir, je lis pour vivre. Franchement, je crois que je lis pour vivre et à l'inverse, je vis pour lire aussi. Et c'est vraiment, c'est assez indescriptible. C'est Et en fait, les livres, je les vois toujours comme des rencontres dans la vraie vie. Je prends un livre, je sais pas ce qui va se passer. Je rencontre quelqu'un, je sais pas ce qui va se passer. Ça va peut-être très bien se passer, peut-être très mal. Et je dis ça, toujours des livres, que c'est à la fois les plus belles rencontres et les plus grandes déceptions aussi, parce que tu peux être déçu dans un livre. Et ça me permet quoi d'autre ? Mais tellement de choses. Tellement de choses. Puis en fait, du coup, ça t'a apporté énormément depuis ton aventure aussi, depuis le lancement de ton compte Instagram, quoi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, j'en fais mon activité professionnelle aussi et je suis le seul, et je suis très fier de le dire, en Belgique à exercer ce métier-là, de créer du contenu autour des livres sur Internet. Et à l'époque où j'ai créé ce compte, peu de gens y croyaient. Peu de gens me disaient... Enfin, énormément de gens, justement, me disaient... mais les réseaux et les livres, ça va pas ensemble, ça tient pas debout. Alors à l'époque, j'avais pas du tout la prétention de vouloir en faire mon métier. Oui, quel était ton objectif en fait quand tu l'as lancé ? Alors je voulais juste avoir ce compte. Si je l'ai créé, ce compte, c'est parce que je voulais échanger sur le livre avec des personnes qui étaient aussi passionnées par ça. Et qu'à l'époque, en 2018, ça commençait. C'était vraiment les balbutiements de Bookstagram, comme on appelle cette communauté. Et je me suis dit, je vais créer ce compte-là. C'est aussi mes amis proches qui m'ont encouragé à le faire, parce qu'à chaque fois que j'arrivais dans une discussion d'amis, je disais « J'ai lu un livre super », mais personne ne suivait ma discussion, donc c'était un peu frustrant. Et le premier objectif, c'était vraiment celui-là, d'échanger avec des gens sur les mêmes livres, la même passion, le même sujet. Et après, c'est vrai que de fil en aiguille, c'est devenu mon métier, mais c'est grâce aux gens qui sont là. Et le moment où j'ai vraiment pu en faire mon activité à part entière, c'était au moment du premier confinement. Parce que les gens se sont réfugiés dans la lecture et ça a été hyper bénéfique pour moi. En fait, c'est là que j'ai développé ma créativité au paroxysme. J'ai commencé à faire des lives. J'ai été un des premiers à faire des lives sur Instagram pendant le confinement où je recevais des auteurs. Et au premier live, j'avais que des têtes d'affiche. Donc très vite, ça a été fort prisé. J'ai fait ça pendant 2 ans, à peu près 2 ans, puis j'ai un peu arrêté, puis je suis revenu avec les lives, puis on m'a dit c'est plus du tout tendance, donc arrête de faire des lives. Donc j'ai arrêté, et puis c'est vrai que je voyais que les gens avaient moins d'intérêt pour les lives Instagram. Et puis c'est vraiment premier confinement qu'il y a eu une explosion. Une explosion. Il y a eu plein de presse avec style 10 comptes sur la lecture à suivre, des livres à aller piocher sur des comptes Instagram, et ça a fait exploser le compte. Et depuis le premier confinement, c'est vrai que j'en vis. Ça a été compliqué d'en vivre bien, mais aujourd'hui tout va bien. Trop bien. Comment tu l'expliques justement cet intérêt des médias, mais aussi des gens, etc. Comment tu as réussi à ce que ce compte explose comme ça ? Je pense que j'avais des chances toutes données. Après, je pense qu'il y a des chances qu'on se crée. Mais je pense que 3 éléments qui ont fait que les médias s'y sont très vite intéressés, que les gens ont suivi le compte. Au tout début, en tout cas, je pense que j'avais beaucoup de chance d'être un garçon, d'être belge et de parler de livres. À l'époque, il n'y en avait pas. Et il n'y en a toujours pas énormément. Et je pense que ces 3 éléments-là ont été véritablement en ma faveur. Parce que je me souviens de la toute première interview que j'ai eue pour le quotidien L'Avenir. La journaliste m'avait dit mais vous êtes le seul garçon à faire ça. Et je m'en étais pas rendu compte. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'un mec qui parle de livres en 2024 sur des réseaux... Enfin, à l'époque, en 2018, sur des réseaux, ça peut être cool. Et j'avais pas conscience que c'était vraiment des éléments
qu'allait jouer en ma faveur. Après, il faut savoir qu'au tout début du compte, je ne me montrais pas. Ouais. On ne me voit pas. Pendant de longs mois, on ne me voit pas. Et puis, à un moment donné, j'ai eu moi-même envie de me montrer un peu plus, de parler d'autres sujets aussi, d'humaniser un peu tout ça et de montrer que derrière les livres, il y avait quelqu'un. Ouais. et à partir de ce moment-là, ça a changé aussi. Ah ouais. Je pense qu'il faudrait demander aux gens qui me suivent pourquoi ils sont là, mais ce qui revient souvent, c'est que je provoque du bien. Je m'en rends pas toujours compte, mais je reçois souvent un message: ton sourire donne envie de passer une bonne journée, tu es solaire. Donc je finis par le croire, voilà. et puis c'est vrai que j'ai l'impression que les gens accrochent à cette personnalité où je dis tout ce que je pense. Et j'hésite pas à déranger si je dois déranger. Mais il y a pas très longtemps, j'ai parlé d'un sujet qui me dérangeait sur les réseaux. Il faut savoir qu'avant que je parle de quelque chose de négatif, j'en parle souvent à mes proches avant. Ouais. Dire est-ce que c'est une bonne idée, tu penses, si j'en parle et tout. Et mon compagnon m'a dit: mais t'as pas peur de parler de ça et de louper des contrats ou de louper des missions? Oui. Et je lui ai répondu: mais en fait, si on a peur... si on a peur de travailler avec moi, c'est qu'on a peur du respect. Oui. Alors je préfère pas travailler avec ces personnes-là. T'as envie de travailler avec des personnes qui partagent tes valeurs. Et je sais que... En fait, je sais que sur les réseaux, tout est toujours très beau, très lisse, très bisounours. Mais moi, je n'hésite pas non plus à dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je pense que ça plaît énormément aux gens qui me suivent. Et ça bougera pas, que je sois payée ou pas. Ouais. Ça bougera pas. Parce que j'ai des gens qui me font confiance. Aujourd'hui, j'ai réussi à installer ça et j'en suis très, très fier et reconnaissant. Et j'ai pas envie que ça bouge, que je sois payée ou pas. Vraiment, c'est... Je pense que c'est ça aussi qui fait que le compte fonctionne. Et quand tu arrives, que ce soit aujourd'hui, hier ou il y a 5 ans, je pense que ça n'a jamais bougé et ça ne bougera pas. Ça t'a fait peur quand même au début de te montrer sur les réseaux sociaux ? Un peu, mais en même temps, je me suis dit, c'est le jeu. Ouais. Et à un moment donné, j'avais envie. Parce que j'ai toujours aimé, avant ça, être pris en photo, faire des séances photos. Je me souviens que quand je voyais mes copines, quand j'étais beaucoup plus jeune, on faisait des séances photos à la maison avec notre appareil photo numérique. Et je me suis rendu compte que j'aimais être autant derrière la caméra que devant. Ouais. C'est pas quelque chose qui me dérange. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé. Donc je me suis dit, allez... Et c'est vrai que dans le milieu du livre, dans la communauté Bookstagram, il n'y avait pas grand monde qui se montrait. Moi, je me suis dit, pourquoi pas me montrer, en fait. Ouais. Je me disais pas, je vais me montrer, je suis beau gosse, allez go. Non, pas du tout. Non. Surtout que je me trouve pas beau gosse. Mais ouais, c'était... Les risques, c'est évidemment que la communauté grandisse, qu'on te reconnaisse, qu'on reconnaisse ceux qui sont autour de toi, etc. Mais bon, ça, il faut être vigilant et faire attention et voilà. Bah oui. Surtout que tu montres pas énormément ta vie privée, mais par exemple, on voit ton compagnon, on voit ton beau chien aussi, qui est trop mignon. Et ton compagnon, t'as déjà reçu des commentaires justement homophobes. Ça, t'en avais parlé aussi sur les réseaux sociaux. T'as longtemps... C'était un long process avant de le montrer, lui aussi ? Ben en fait, j'ai eu une histoire médiatique. C'était en quelle année ? En 2020, à l'époque de mon ex-relation. J'avais jamais diffusé mon ex-petite amie sur les réseaux sociaux et la première fois que je le fais, je me souviens très bien, j'ai écrit un texte, c'était le jour de nos 3 ans, je montre le texte à toute ma famille, à mes amis, à tous mes proches, je montre la photo où on est tous les deux avec un bouquet de fleurs entre les mains, a priori rien de choquant. Non. Et j'hésite parce que justement je voulais préserver mes relations privées de la sphère médiatique et je me dis allez, j'ai envie pour moi de poster cette photo. Je poste cette photo et en fait je suis censurée par Instagram en 2020. Je n'ai jamais eu de réponse, même à l'heure actuelle je ne sais pas pourquoi. Et en fait ce qu'il s'est passé, c'est qu'à ce moment-là Angèle, la chanteuse, faisait son coming out. Ah oui. Et a mis ma photo en story en disant... en fait, il y a plusieurs comptes pour les droits LGBT qui ont diffusé la photo en disant c'est une honte, il est censuré, etc. Angèle suivait sûrement un des comptes, a eu cette info dans l'oreille et l'a diffusée à son niveau. Autant dire
qu'à partir de ce moment-là, mon compte, c'était dingue ce qui se passait. Ouais. Et en fait, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était vraiment au début de livraison de mots, j'avais encore les notifications qui étaient activées. En fait, mon téléphone était tellement chaud et ça n'arrêtait pas que c'est le moment où j'ai arrêté les notifications. Ah ouais. Parce que, en fait, pendant une bonne semaine, j'ai été dans toute la presse, j'ai fait toutes les émissions parce que les gens comprenaient pas et je comprends toujours pas. Hein. Et donc, après cette histoire, il m'a fallu un certain temps pour remettre des choses plus intimes. Ouais. Et en fait, je me souviens qu'à travers cette histoire, j'avais dit une fois à un journaliste, le journaliste m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous comptez faire après cette photo ?» Et j'avais répondu « La prochaine photo, ce sera un bisou. » Je me souviens avoir répondu ça. Vu qu'un bouquet de fleurs, ça choque, qu'est-ce que ça va être avec un bisou? Et j'ai pas tendance à me taire. Tu me provoques, je vais faire encore plus fort. Et il s'avère qu'entre-temps, la relation s'est arrêtée. Puis plusieurs mois après, je me suis mis en couple avec une personne exceptionnelle. Et mais je pensais pas, je me mets juste en couple, ça c'est ma vie privée, voilà. Et puis un jour, pareil, j'ai envie de le faire, mais je me dis pas, je le fais en repensant à cette histoire, pas du tout. Ouais. Mais je savais qu'il y avait cette histoire qui était là quelque part. Et puis après, ça c'est au niveau de la censure, ça s'est très bien passé. Mais c'est au niveau des gens sur le net que ça s'est moins bien passé. C'est-à-dire que à chaque fois que je mets un contenu avec lui, je me prends une vague d'insultes, de haine. Mais ça me touche et en même temps pas du tout parce que les 3/4 du temps, c'est des gens qui ne me suivent même pas, qui passent leur journée à faire la chasse aux sorcières sur les réseaux et qui... Voilà, ça touche plus mon compagnon. Ouais. Mais moi, c'est... Ouais, non. Et je veux pas m'arrêter pour ces gens-là. Mais j'ai pris le pli d'en parler quand ça arrivait parce que on me dit souvent, notamment dans mes proches, ça arrive encore. Ah oui. Et en fait, vu qu'on n'en parle pas, alors que ça arrive tous les jours, il y a des personnes issues de la communauté LGBTQIA+, qui se font tabasser tous les jours. Ouais. Et parfois très proches de chez soi. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est juste ça. Et je me suis dit, en fait, si des proches à moi me disent ça peut encore arriver maintenant, je me dis que en fait il y a plein de gens qui sont mal informés et je vais en parler. Et si je peux utiliser ma voix à ma petite échelle pour en parler, je le fais. Mais oui. Tu avais conscience que potentiellement tu deviendrais entre guillemets un militant pour la cause LGBTQIA+ en publiant cette photo sur tes réseaux sociaux? Absolument pas. Absolument pas, parce que c'est jamais quelque chose que j'ai eu besoin de revendiquer. Ouais. Ça a toujours fait partie de moi et en fait c'est comme si tu me disais t'as les yeux bruns ou les cheveux noirs. Pour moi c'est et là, avec cette affaire médiatique, c'est la première fois qu'on me donnait une voix par rapport à ça. Et je savais pas quoi dire, je savais pas comment réagir. Je me souviens à l'époque c'était très difficile, mais après aujourd'hui c'est une voix que j'aime prendre aussi et c'est un combat que je mène avec tout le monde. Je vais pas dire avec les LGBT parce que pour moi c'est un combat de tous et toutes. Et c'est tous ensemble et tout ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as reçu justement des commentaires dans ce sens-là, des gens qui te disent en fait merci de montrer ce que c'est d'avoir ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux, mais comme tu le disais, qui peuvent arriver dans la vie absolument tous les jours, quoi. T'as des gens qui t'ont dit merci? Oui, il y a des gens qui m'ont dit merci. Il y a des gens aussi que j'ai aidés à faire leur coming out et ça c'est des étapes très belles et je le fais encore. Je reçois énormément de courriers de mamans, de papas inquiets. Ah ouais? Ouais, énormément. Cet été, je l'ai vu inquiets mais heureux aussi, mais qui m'expliquent comment ça s'est passé pour eux, qui me posent des questions, de savoir comment ça s'est passé aussi dans ma vie privée, etc. Et je réponds en toute transparence et en toute confidentialité. Ouais. Parce que je réalise en recevant ce courrier, et c'est plus souvent par courrier, par écrit quand même, qu'ils ont mis... Je sais pas dans quel état ils ont écrit cette lettre, et je leur dois une réponse. J'aimerais, moi, avoir une réponse en voyant toutes ces questions, toutes ces interrogations, cette inquiétude. Mais souvent, les parents, ils sont dans l'inquiétude par rapport au fait qu'on puisse faire du mal à leur enfant. Ah oui. Ils sont pas inquiets...
du style j'ai raté ma vie. Oui. Non, pas du tout. C'est plus de l'inquiétude. Est-ce qu'on va lui faire du mal? Est-ce que... Voilà, c'est plus ça. Donc, et après, il y a énormément de gens qui me disent merci. Moi, je me suis adressée toute ma vie et s'il m'écoute, je l'embrasse tendrement. Mais j'étais une fois sur un salon dans le sud de la France et je dédicaçais mon livre. Et il y a un jeune d'à peine, je sais pas, 16 ans qui vient me voir avec sa maman et elle m'explique un peu que lui m'a suivi grâce à la vidéo que j'ai postée il y a quelques mois avec mon compagnon. Il aime pas lire, il connaissait pas et il m'a suivi avec ça et à un moment donné sa maman est partie et il m'a dit franchement tu m'aides dans ma vie de tous les jours et des personnes comme toi c'est hyper important, merci et tout et c'était hyper touchant et ça m'a marqué à vie. Ce genre de rencontre ça marque à vie. Mais après, avant Livraison de mots, j'aidais déjà beaucoup de gens dans mon école, etc. Ouais. C'est quelque chose qui me tient à cœur, ouais. Parce que moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que je l'ai dit très tôt, je l'ai affirmé très tôt, et c'était compliqué aussi, mais ça a été, et je voulais aider les autres après. J'ai toujours été un peu comme ça. Mais c'est fou que, du coup, un compte Instagram permette d'aller encore plus loin, quoi, grâce à ça, enfin, de toucher plus de monde, tu vois, comme le jeune dont tu parlais. Ah oui, mais après, je suis persuadée que quand on a une voix et qu'on rassemble énormément de gens, les messages importants doivent être passés. C'est, par exemple, il y a énormément de personnalités publiques qui profitent, et elles ont bien raison, de leur notoriété pour parler de la maladie. Un exemple très récent, Céline Dion, par rapport à la maladie de l'homme raide, personne n'en avait entendu parler, ou presque. Et moi, je trouve que enfin, faut le faire quand on est prêt, mais faut le faire, je pense. Ça aide beaucoup de gens autour de soi. Trop bien. Mais du coup, pour revenir à ton compte Instagram, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que potentiellement, ça pouvait devenir vraiment une activité professionnelle qui pouvait te rémunérer? À partir du moment où j'ai vu ma boîte mail remplie et que j'ai dû acheter un espace libre de stockage. Non, ben vraiment, en fait, ça pourrait être ça la réponse. Mais en fait, c'est à partir du moment... Donc, j'ai commencé à recevoir des services presse petit à petit, donc des livres en avant-première, etc. Et je crois que c'est encore une fois mes proches qui m'ont dit, mais tu te rends compte qu'en fait, à force d'être sollicité, ça devient un travail, là. Et je dis, ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Et puis en fait, ça s'est passé comme ça. Et au début, c'était hyper compliqué. Hein. Hyper compliqué. Comme dans les débuts du lifestyle, il y a 15 ans maintenant, je pense. Mais oui, c'était compliqué. Et encore aujourd'hui, hein, il y a des maisons d'édition, il y a des auteurs, il y a des gens du monde littéraire qui ne comprennent pas. Hein. Qui se disent mais on va juste lui envoyer le livre, on va lui envoyer quelques cadeaux en lien avec le livre et ça suffit. Mais moi, si j'offre des cadeaux à mon propriétaire, je suis pas sûr qu'il serait content de recevoir ça comme loyer. Ça me fait super plaisir de recevoir les livres, etc. Même si je sélectionne beaucoup plus qu'avant. Mais en fait, c'est pas une rémunération aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et en fait, à un moment donné, je reçois plus de 600, à l'heure actuelle, sollicitations par semaine. Wow. Donc, c'est pas possible. À un moment donné, il a bien fallu... Je pense qu'à l'époque où j'ai commencé vraiment l'activité, c'était peut-être, je veux dire pro, c'était peut-être 5-6 collaborations par semaine. Et j'acceptais pas tout parce que il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Et on n'était pas dans les mêmes tarifs que je peux proposer aujourd'hui. Donc, clairement, j'en vivais pas super bien. Hein. Et puis, c'est de fil en aiguille où là, j'ai dit, mais en fait, faut que je monte ça, faut que... Puis, c'est aussi en rencontrant des gens du milieu de l'influence qui m'ont dit, mais faut peut-être augmenter ça. Enfin, c'est tout des paramètres que j'avais pas et qu'on m'a pas appris. Et au fur et à mesure, j'ai appris et voilà. Mais... Et ce qui devait être compliqué aussi dans ton cas, c'est que peut-être que les maisons d'édition, les auteurs et les autrices te donnaient pas la même légitimité qu'un critique littéraire qui travaille dans un grand média ou un journaliste, etc. C'était dur de justement montrer que tu étais autant légitime? En fait, je me suis jamais dit que j'avais quelque chose à prouver. Moi, quand je parlais d'un livre, et aujourd'hui c'est le cas encore, et
le jour où ça s'arrêtera, j'arrêterai Livraison de mots et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais à partir du moment où j'avais lu un bouquin et que je l'aimais ou pas, je me disais, tu dois le faire avec passion et respect. Et c'est tout. J'ai pas fait des études de lettres, j'ai pas fait des études de journaliste. Et à un moment donné, je me suis... Longtemps, j'ai eu ce syndrome d'imposteur à me dire, t'es qui pour parler d'un livre? T'es qui pour juger un livre? Et en fait, je me suis juste dit, je suis un lecteur. À un moment donné, je me suis dit, je suis un lecteur comme tout le monde, en fait. Et moi, si j'ai pas aimé un bouquin, peut-être que toi, tu l'auras adoré. Et c'est ça qui fait la richesse de cette passion. C'est comme dans toutes les disciplines artistiques. On va parler de la musique. Moi, j'adore peut-être une musique que tu détestes. Et c'est hyper enrichissant. Ouais, à fond. Et donc, je pense qu'à un moment donné, les maisons d'édition, il y a un déclic qui s'est opéré. Ouais. Pas encore chez tous les éditeurs. Après, je pense aujourd'hui que pour une maison d'édition, on est un nouveau moyen de publicité. Ouais. Il y a aujourd'hui dans beaucoup de maisons une personne chargée de l'influence et du marketing qu'il n'y avait pas il y a 6 ans quand j'ai commencé. Ouais. Mais c'est devenu, c'est devenu ça. Et je suis hyper conscient aujourd'hui que plein de maisons vont aller vers des blogueurs qui ont moins d'abonnés, qui ont moins de stats, mais qui vont en faire plein parce que c'est gratuit. Ah oui. Tu vois, il y a cette problématique-là aussi. Mais moi, je trouve que c'est aux blogueurs aussi à arrêter et à dire, en fait, c'est un métier, mais en fait, les 3 quarts du temps, ils ont un métier à côté. Donc, eux le font par passion. Et ils ont bien raison et qui continuent. Mais il y a ce problème de se dire, au lieu d'aller chercher quelqu'un qui a 60 000 abonnés, on va aller chercher 6 personnes qui ont 10 000 abonnés chacune parce qu'elles sont gratuites. Ouais. Tout ça, c'est des dérives de l'influence et je pense qu'elles existent dans tous les milieux de l'influence. Oui, c'est clair. Et toi, depuis quand tu es à 100% sur ton projet? Depuis quand, justement, Livraison de mots, c'est 100% rémunérateur? J'ai pas de date précise. Après, j'ai toujours été 100% dessus. Ouais. J'ai jamais eu un autre boulot à côté. Ouais. Depuis que j'ai quitté l'école, j'y ai cru. Les gens qui étaient autour de moi m'ont dit ne lâche pas. C'est trop bien. Ouais, vraiment, je leur dois beaucoup. Oui, parce que c'est rare aussi d'avoir un entourage qui y croit et qui te pousse. Oui, parce qu'à l'époque de mon ancienne relation avec le garçon avec qui j'ai créé Livraison de mots m'a encouragé aussi. Il a été là, il a payé les loyers que je pouvais pas payer, etc. Ah, oui. Donc et il m'a dit continue, moi j'y crois, vas-y. Mais j'aurais pu prendre un job alimentaire et laisser tout tomber. Ouais. J'aurais pu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui laissent tout tomber pour cette raison-là, quel que soit le métier. Mais à partir de quel moment où vraiment... Mais je crois que ça fait seulement 1 an et demi, 2 ans, tu sais. C'est quand même assez récent, hein, sur 6 ans de parcours. Mais je suis très fier de n'avoir rien lâché. Et en fait, là, j'ai tellement galéré par rapport à ça que j'ai encore du mal à me dire que j'ai la sensation que j'aurai plus de problème à ce niveau-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, enfin, je sais pas, il y a 1 mois où on me contacte moins, je vais me dire oulala, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais je sais pas, ça a duré tellement de temps qu'en fait, des fois, je me dis, mais est-ce que ce mois-là, ça va aller? Ouais, c'est... Et maintenant, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des contrats, des rentrées fixes que tu sais, et puis le reste, c'est un peu aléatoire? Enfin, est-ce que tu as une petite base de sécurité? Alors, j'ai un contrat annuel avec Club, parce que je suis ambassadeur Club, donc où je rends des coups de cœur en librairie, etc. Donc ça, c'est un salaire mensuel. Trop bien. Où je sais combien j'ai d'office. Ouais. Et tout le reste, non. Donc, toutes les semaines, j'ai des nouvelles collabs. En fait, là où je m'estime super chanceux et où je suis super fier, c'est qu'aujourd'hui, je peux refuser des propositions hyper alléchantes, mais qui me plaisent pas. Et non pas que je le faisais pas avant, parce que des propositions hyper alléchantes, j'en avais pas. Mais ouais, aujourd'hui, je me dis, on me paye autant pour cette collab, mais en fait, je me vois pas en phase avec ça. Du coup, j'ai le droit de refuser. Et ça, c'est quand même, au fond, c'est un luxe, un luxe et... Mais c'est après, te respecter et respecter aussi les gens qui te suivent. Et après, j'aurais pas accepté à l'époque non plus, tu vois, parce que si ça va pas dans mes valeurs et dans mes principes, je refuse de base. Mais après, ce serait jamais arrivé, tu vois. Donc voilà. Mais non. Je sais plus c'était quoi le départ de la question.
Ah oui, bah si tu avais une base de sécurité, justement, ce Ah oui. contrat avec Club. Après, je sais dire chaque mois plus ou moins, Ouais. voilà. J'ai rarement un mois net en dessous de 2000. Ouais. Rarement. Pour une activité que tu as créée, c'est vraiment trop bien, quoi. Ah ben c'est le paradis. C'est le paradis. Mais c'est grâce à tous ces gens qui me suivent. Hein. Ça Ouais. je suis pas tout seul dans cette aventure. On est tous ensemble. Mhm. Et ça, c'est pour ça que j'ai jamais de problème à parler de rémunération, à parler du travail, plus l'aspect oui financier, parce que Ouais. bah c'est grâce aux gens que j'ai mes sous et grâce aussi à moi. Mais sans les gens, le compte il n'existerait pas, Ah il y oui. aurait rien du tout et je sais pas ce que je ferais, mais voilà. C'est trop bien. Et du coup, tu es devenu aussi entrepreneur. Est-ce que tu connaissais l'entrepreneuriat, ce milieu-là, ou tu as débarqué un peu dedans comme ça par hasard? Tu avais des entrepreneurs et des entrepreneuses autour de toi? Personne indépendant autour de moi. Personne, ouais non, non. Donc ouais, j'avais super peur. J'avais super peur. Après, j'ai beaucoup de gens qui m'aident autour. Je suis en agence aujourd'hui aussi, donc ça m'aide beaucoup. Ouais. Mais ça me fait pas peur. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes capacités. Ma plus ancienne amie m'a dit il y a pas très longtemps, il y a quelque chose qui a évolué chez toi, c'est qu'aujourd'hui tu sais vraiment ce que tu veux et tu vas pas par quatre chemins. Et ça, je pense que c'est le pro qui m'a donné cette qualité-là. C'est, mais oui, l'entrepreneuriat me fait pas peur. Je me rends même pas compte en fait que je suis entrepreneur, tu vois. Je mène mon projet, Ouais. je fais mes trucs. Souvent, quand il y a une nouvelle collaboration avec des grosses marques ou des gros trucs, on me demande de lister tout ce que je fais. Ben, ça me prend du C'est long. temps parce que je fais vraiment beaucoup de choses à travers mon activité. Et oui, après, on me dit souvent aujourd'hui, tu gères tout seul. Ouais. Bah oui, je gère tout seul et j'en suis très fier et je le veux. On me dit souvent, tu devrais prendre des stagiaires, etc. Mais en fait, j'ai du mal à déléguer. Ouais. Ça, peut-être que dans l'entrepreneuriat, c'est récurrent. Ouais. Et je vais devoir apprendre hein, parce que je fais beaucoup trop et qu'à un moment donné, et j'ai pas non plus envie que s'il y a une personne qui m'accompagne, elle fasse que les trucs un peu chiants, tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas envie. Je sais que c'est moi qui vais faire les trucs chiants et lui donner les trucs géniaux, tu vois. Je suis un peu comme ça. Mais ouais, je pense que j'apprends plein de choses et l'entrepreneuriat, c'est étrange, hein, mais ça me permet de susciter ma créativité Ouais. tout le temps. Dès que je vois un truc sympa, une inspiration, je me dis ouais, ça va être ça. Là, un exemple concret. Et c'est aussi parce que je travaille seul, je pense ça. Même si je prends toutes les idées autour de moi, c'est que enfin là, les jours précédents, j'ai lu un livre qui s'appelle Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses. La maison d'édition m'a contacté pour que je fasse un reel autour de ce livre que j'ai adoré, que je vous recommande d'ailleurs au passage. Et je devais faire la vidéo chez moi, dans mon canapé, comme j'ai l'habitude de le faire, avec mon avis sur le livre. Et en fait, je me dis, mais non, je vais faire ça dans une boulangerie. Ah oui, trop bien. Et là, mon mec me dit, t'es sûr Je dis, ouais, j'ai trop une idée. Mais cette idée est venue... Donc nous sommes vendredi, cette idée est arrivée mercredi après-midi. Je devais rendre mon script à la maison d'édition mercredi. Donc je leur dis voilà, je veux faire ça dans une boulangerie. J'avais toujours pas de boulangerie. J'appelle mon boulanger qui habite derrière chez moi, enfin qui a sa boutique derrière chez moi, et je lui dis écoute, je dois faire ça, nanani nanana. Et il me dit bah welcome. Et en fait j'ai fait le tournage ce matin dans la boulangerie et c'était trop bien. Et je me suis dit mais moi je vois une vidéo comme ça, j'achète le livre, tu vois. Et en fait je pense que l'entrepreneuriat me permet ça, me permet d'imaginer plein de choses et de dépasser mes limites et de toujours faire plus. Et je sais pas quand je vais m'arrêter, mais waouh. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Ouais, et en plus, dans les collabs, tu fais beaucoup plus que juste de la littérature parce que tu as aussi bossé avec des restaurants, avec des lieux aussi. Comment c'est un peu né tout ça? Est-ce que tu avais vraiment envie, en fait, de montrer tout ce que toi, tu aimes au travers de ce compte? Ben, c'est arrivé pendant un des confinements. Ouais. Je sais pas lequel.
mais où je sentais que j'avais envie de faire d'autres choses. Moi, avant d'être passionnée par les livres, je suis passionnée par la musique. Ouais. J'ai toujours été un peu dans les paillettes. J'ai eu une idole étant plus jeune. J'adore la scène. J'ai vu je ne sais combien de concerts. J'ai travaillé chez Sony Music en tant que bénévole. Donc, j'ai assisté à je ne sais combien d'enregistrements de The Voice Belgique. Et j'ai toujours adoré ça. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je proposerais pas un peu de musique à ma communauté ? Donc, j'ai fait un sondage en story. Et très vite, ils ont dit, ah oui, ce serait trop bien. Donc, je me suis prêtée au jeu. Et j'ai commencé à rencontrer des artistes musicaux, des chanteurs, des chanteuses. Puis après, je me suis dit, et si je faisais encore d'autres de mes passions ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà des livres, j'étais passionné par la culture. Ouais. Je suis passionné par aller au musée, aller à l'opéra, aller au théâtre, aller par tout ça. Les restos, j'adore manger. Qui n'aime pas manger ? Mais ouais, à un moment donné, je me suis dit, en fait, au-delà des livres, je vais parler de ce qui me passionne. Ouais. C'est tout. Je veux pas me définir. Le livre reste au centre de tout. Et c'est ce qu'il y a le plus si vous allez sur mon compte Instagram. Mais je me suis dit, je vais parler de tout ce que j'aime sans barrière, en fait. Et si j'aime et que je peux faire découvrir des choses aux gens, go. En fait, je me dis parfois, il y a des gens qui me suivent juste pour la musique et qui parfois me croisent et ils me disent « Ouais, moi je te suis pour tes interviews musicales, mais j'ai lu un bouquin grâce à toi. » Et ça, je trouve ça encore plus magique. Ouais, à fond. Parce que, ouais, du coup, c'est une niche plus une niche plus une niche qui forme la communauté livraison de mots. Et je la trouve très éclectique, diversifiée et amusante. C'est trop gai. Ouais. Et en plus, tu as fait une vidéo il y a quelques semaines quand même sur tes réseaux où on voit que tu as fait la promo avec Laurie de son livre. Ouais. Du coup, là, tu as vraiment lié musique, attaché de presse, littérature. Enfin, ça devait être trop chouette pour toi de combiner tout ça, quoi. C'est vrai qu'avec Laurie, il y a souvent toutes mes casquettes. Parce qu'on est amis dans la vraie vie. Et quand je parlais d'idole, c'était elle. C'est toujours elle. Et c'est vrai qu'on avait fait une vidéo ensemble pour son livre. Et à chaque fois qu'elle sort un livre, c'est vrai que je participe à la promo. Et en même temps, je m'occupe d'elle en Belgique. C'est moi qui gère ses relations presse ici. Et ouais, c'est vrai qu'avec elle, je lis le tout, mais c'est une artiste complète pour moi. Donc, elle est comédienne aussi, elle est actrice. Donc, quand je parle d'elle, je parle de toute la culture en général. mais ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Hervé, que tu connais peut-être pas, et que je serais ravie de te faire découvrir. Il a eu une victoire de la musique. Ah oui, c'est ça. Pas de chance pour lui, le Covid est arrivé juste après. Ah oui. Mais c'est un artiste hyper talentueux. Moi, je l'ai vu sur scène. J'ai réussi à convaincre des potes à un festival de venir le revoir après à l'ancienne Belgique. Il a un univers dingue. Il a quelque chose à proposer en 2024. Et voilà. Après, les artistes musicaux, je les adore aussi. Mais c'est un milieu plus compliqué que la littérature. Je pensais que le milieu littéraire était pas très accessible et il l'est beaucoup plus que la musique. Et puis la starification est différente. En littérature, tu peux connaître Amélie Nothomb et ne pas savoir à quoi elle ressemble. Oui, c'est ça. En musique, si je te dis Laurie, tu vois qui c'est normalement. Si je te dis Beyoncé, évidemment que tu vois qui c'est. Donc ça, c'est très différent. Ouais, c'est clair. Mais c'est deux domaines qui me passionnent et puis je suis passionné par tout le reste. Donc j'ai décidé à un moment de parler de mes passions en général. Et vu que je suis passionné par la vie et que je l'aime profondément, il y a un peu de tout. C'est trop bien. Pour que les gens se rendent compte, parce que là, je pense que les auditeurs et auditrices se disent « Waouh, mais il fait tout !» Tu peux... Comment se construisent un peu tes semaines, tes mois qu'est-ce que tu vois, comment tu gères en fait ton temps? Parce que déjà, j'ai entendu aussi que tu lisais 4 heures par jour. Exact. Et donc, à côté de ça, comment tu organises ton temps? En dehors de ces 4 heures, il n'y a pas de chemin bien défini sur une journée. C'est un peu un gros bordel. Mais hyper organisé. Tout est noté. Je partage un agenda commun avec mes managers et avec mon compagnon. Tout est noté. Il n'y a rien qui passe à la trappe.
c'est très rare. Ou alors, c'est vraiment que je dis oui à un rendez-vous et que j'oublie de le noter parce que... Mais j'ai arrêté de faire ça. Mais tout est vraiment orchestré. Ouais. Vraiment. Et je déteste l'imprévu. Je déteste annuler. Et on a annulé plusieurs fois cet enregistrement, on a les amis. reporté. Oui, reporté. Mais c'est des choses qui me mettent très inconfortable et mal à l'aise. Et en même temps, c'est un peu normal vu la vie que tu mènes aussi. Que... Ça doit arriver. Ouais, voilà. Mais j'essaye vraiment que ça n'arrive pas. En fait, s'il y a un truc génial qui vient à un moment où j'ai déjà prévu autre chose, je me dis ouais, c'est con, mais tant pis. Ouais. C'est comme ça. Et comment ça se passe? Généralement, je me lève très tôt. Oui. Et je dors pas beaucoup. Et je lis le matin avant de sortir de mon lit. Donc je mets mes lunettes, je lis, je passe un peu de temps à lire. Et puis généralement, le matin, c'est beaucoup de mailing. Je pars déjà tous les jours en balade 1 heure avec le chien le matin. Ouais. C'est moi qui fais la balade du matin. Et j'écoute un podcast, toujours, tous les matins. Bien. Et puis après, je rentre chez moi et je passe aux mails, beaucoup de mails le matin en général, les coups de téléphone, etc. Et puis l'après-midi, généralement je fais des tournages vidéo, des reels. Je prépare le contenu, je me dis ok, je vais mettre ça ce soir. J'ai pas de planning de publication, sauf si c'est un accord avec une maison d'édition. Ce week-end, je dois poster ça, ça va être inscrit. Mais sinon, des fois je tourne le jour même, le truc du soir, parce que j'ai été inspiré le matin et je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus. Mais l'après-midi, c'est plus le contenu, de la lecture aussi, au moins un peu de temps de lecture l'après-midi. Sinon, des événements, de la présence en physique. Et le soir, il y a minimum 3 soirées de lecture par semaine, minimum. Et sinon, les autres, je passe du temps avec ma famille, mon compagnon, mon chien, et j'essaye de concilier tout ça. Mais ça va très bien. Franchement, ça va très bien. Et j'arrive vraiment à gérer mon temps. Est-ce que je me sens pas débordée. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que parfois tu te sens un peu submergée? Quand il y a beaucoup de choses d'un coup. Ouais. Mais sinon... En fait, je suis adepte des listes. Ouais. Et des fois, je me fais énormément de listes impossibles à réaliser en une journée. Donc, c'est une liste qui va se diminuer au fil des jours, puis qui va s'augmenter le jeudi en général, et puis le vendredi, elle va fort diminuer, et puis le week-end, il y a encore un peu sur la liste. Et ça, depuis que je fais ça, avant je le faisais pas, mais depuis que je fais des listes, c'est un gain de temps. Et d'avoir sous les yeux ce que tu dois l'aperçu. faire. En fait, d'un coup, le sentiment de débordement s'enlève. Ah oui, c'est ça. De tout noter, en fait, je sais que tout est là. Et j'essaie de pas trop me mettre la pression. Je me dis, voilà, si j'ai tout fini, tant mieux. Si c'est pas fini, je sais que les activités les moins importantes seront demain. Ouais. Et voilà. Je me mets pas de pression avec ça. Les choses qui me mettaient la pression aussi, c'est les pastilles rouges sur mon téléphone de notification. Ah oui. J'ai tout désactivé. Comme ça, quand je reçois un mail ou quand je reçois un message ou quoi, je le vois passer. Et je clique dessus. Enfin, WhatsApp, les notifications sont activées parce que ça, c'est à la fois pro et perso. Ouais. Mais par exemple, pour les mails, c'est vrai que la petite pastille rouge, elle m'angoissait de fou. Oui. Et je l'ai retirée, mais je vois toujours les aperçus des mails. Et c'est si je rentre sur ma boîte mail que je vois le chiffre. Mais ça ne met plus la pression comme avant. Oui. Ça, c'est des petites astuces que je me suis dit, je vais essayer, on verra. Et ça marche. Et tu arrives à vraiment décrocher de ton téléphone déjà? Ouais, j'ai un rapport très, très sain avec mes réseaux et mon téléphone. Si tu restes une journée avec moi, tu verras que je ne suis pas beaucoup sur mon téléphone. Ouais. J'ai un rapport très, très sain avec ça. Et après, par exemple, je m'oblige, mais je passe un temps hyper agréable à me déconnecter dans des logements insolites ou à me retirer dans les Ardennes où j'ai mes endroits préférés. Et je m'oblige à le faire, mais ça me fait plaisir de le faire. Ouais. Je le vois pas comme une contrainte, pas du tout. Oui, j'allais te demander aussi, tu arrives à prendre des vraies vacances où vraiment tu ne travailles pas? Jamais. Jamais, mais je sais pas définir où commence mon travail. Ouais. Je sais pas définir parce que quand une idée apparaît quelque part dans ma tête, est-ce que c'est pas déjà du travail? Ouais.
vois, est-ce que je suis pas déjà en train de concevoir un projet sur lequel j'aimerais bosser? Je sais pas, et vu que c'est tout le temps, moi je peux être au bord de la piscine et puis d'un coup faire «Ah, j'ai une idée, les gars, on arrête tout, j'ai une idée!» Et puis c'est parti. Et c'est souvent ça même. Ouais. C'est très souvent un truc qui arrive là, tu sais pas d'où. Et puis très souvent on me dit François, tu es sûr que ça va être réalisable ça? Et moi je suis là, mais oui, on va faire ça et ça et ça et ça. Et puis après, souvent, ça a lieu. Donc, enfin, j'ai toujours qu'il faut y croire, et ça, c'est vraiment ma devise. Et c'est de viser haut pour au pire atteindre les étoiles. Ouais. Mais, ouais, non, je sais. Des vraies vacances, je sais même pas te dire quand c'était mes dernières vacances. J'en ai pas pris cette année. Mais c'est parce que t'es passionné aussi par ce que tu fais. Oui, et j'ai jamais la sensation de travailler. Ouais, c'est ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je suis souvent très fatigué, mais qu'est-ce que c'est de la bonne fatigue? Ouais. Qu'est-ce que c'est de la fatigue qui me motive à me lever le lendemain? C'est fou de dire ça, mais c'est vrai. Tu vois, hier soir, par exemple, pour le tournage en boulangerie, je savais que j'allais devoir réveiller mon compagnon qui allait m'aider pour les images à 5h15, que j'allais devoir me réveiller. Mais moi, je trouvais ça drôle, ça m'animait, Enfin, je sais pas, tout ça me rend super heureux. Ouais. Tu vois, et je me suis même dit, mais non, quand je rentrerai, j'irai pas dormir, je vais monter la vidéo, je vais faire ça, je vais profiter que les gens sont pas encore trop réveillés pour répondre à des mails, des trucs. Et ma matinée était hyper chouette au final. Après, je vois toujours le positif en chaque chose. Mhm. C'est... Oui, t'es de nature très optimiste aussi. Bah oui, 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 vraiment, je pense que c'est ça aussi que je véhicule à travers mes réseaux, mais oui, je vois plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est... Ouais, non, on me dit souvent, oh, c'est bisounours, mais j'aime vraiment la vie, moi. Hein. J'aime vraiment la vie et je l'aime dans tout. Je l'aime quand elle va bien, mais je l'aime aussi quand elle va mal, parce qu'elle permet de se rendre compte aussi de ce qui va bien et des chances qu'on a. Et... ouais, non, il y a un truc qui n'était pas évident et malgré l'agenda hyper chargé, etc., pour moi, c'était de profiter de l'instant présent. Ouais. Et ça, aujourd'hui, j'y arrive. Et je suis super content. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et surtout quand t'as des boulots où tu dois penser à demain, après-demain, à dans un mois. Et je me suis dit, c'est bon. Maintenant, j'ai assez stressé avec ça. J'ai assez eu mal au ventre. C'est bon. Ouais. Maintenant, ça a été beaucoup d'exercices, beaucoup de thérapie aussi. Mais ouais, maintenant, je vis comme ça. Et s'il n'y a pas, c'est pas grave. Mhm. Ça t'a aidé aussi de justement avoir des manageuses qui t'aident pour tout ça? Ouais, elles sont très... elles m'entourent bien, elles sont taquées sur tout, elles sont moins gentilles que moi. Donc... Mais du coup, c'est plus facile pour moi aussi, parce que refuser des choses, c'est dire non, c'est pas évident. Et je pense que tu as un invité dans le podcast qui en a très bien parlé, à mon avis, Nicolas, non? Oui. Dire non, je sais que c'est compliqué pour lui aussi, mais ouais, elle m'aide beaucoup sur ce plan-là, par exemple. Énormément. Quand il y a un truc que je veux pas faire. Tenez, vous voulez pas gentiment dire que ça ne va pas? Ah, mais je suis contente que tu les aies pas renvoyés vers moi du coup pour dire non à cette invitation. Ah non, jamais. Et en plus, c'est moi qui t'ai découverte et qui t'ai dit si un jour tu me veux dans ton podcast, je répondrai à tes questions avec plaisir, je m'en souviens. Et ouais, non, elles m'aident sur plein de plans. Après, elles savent très bien qu'il y a plein de choses que je veux continuer à gérer. Ouais. Tout mes mails, c'est moi. Ouais. Sauf quand elles doivent être dans la boucle et commencer à répondre. Mais à la base, si vous écrivez à mon mail, c'est moi derrière. Et puis, ouais, tout le reste, j'aime beaucoup tout contrôler. Donc, oui, c'est quand même un peu délégué de les avoir aussi. Tu disais que tu avais un peu de mal avec ça tantôt? Oui, là où je délègue beaucoup avec elles, c'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui doivent me vendre. Ouais.
Et quand t'es tout seul et que t'es en bureau avec une équipe de 15 personnes pour une collaboration hyper importante, avec une grosse marque, et qu'on te dit, bah alors, parlez-nous de vous. Vas-y pour dire que t'es numéro 1 dans le livre en Belgique. Enfin, c'est des trucs où tu dois à chaque fois commencer ta phrase en disant, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas, mais Ouais. moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Enfin, et au fond, c'est une réalité. Être numéro 1 dans le livre en Belgique, c'est moi. Mhm. Mais aller le dire devant une équipe où ils vont peut-être se dire mais quel prétentieux celui-là, il se prend pour qui? Ouais, Alors ouais. que quand tu me connais un minimum, je suis pas du tout comme ça. Mais à ce niveau-là, elle m'aide beaucoup. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, elle m'aide beaucoup parce que c'est tout des trucs, c'est tout des paramètres qui rentrent en compte dans le cadre d'un tarif et d'un budget Ouais. pour une collaboration. Donc moi, j'avais pas forcément conscience de tout ça et à ce niveau-là, ouais, ouais. Et tu vas beaucoup aussi au-delà du virtuel, tu rencontres pas mal les gens qui te suivent, t'organises des petits déjeuners littéraires, etc. Puis bah, voilà, il y a tous les courriers, etc. Ça te fait plaisir d'avoir ce vrai contact et d'aller au-delà des réseaux sociaux avec les gens qui te suivent? Bah, c'est hyper important. C'est vraiment, ouais, c'est à chaque fois beaucoup d'émotions pour moi, hein. Que ce soit quelqu'un qui me croise dans la rue et qui m'arrête, ou que ce soit un rendez-vous fixé pour un déjeuner, pour un apéro, pour une dédicace. Je fais pas la différence entre les deux, que ce soit dans la rue ou un rendez-vous organisé. Et, euh, et oui, c'est tellement, c'est hyper marquant à chaque fois. À chaque fois, et je ne m'habitue jamais. Jamais, jamais, jamais. Souvent, mes proches ou quoi, ils me disent mais t'es habitué maintenant, non? Ouais. Bah, en fait, non. Non, je réalise pas toujours que ces milliers de personnes, Ouais. elles existent. Et il y a un événement qui a été très, très marquant par rapport à ça, pour moi et pour mes proches. C'est au lancement de mon livre, à la foire du livre de Bruxelles. Il y a eu une séance de dédicace, il y a une petite fête de lancement sur le Stan Club. Et en fait, ma grand-mère, que les gens reconnaissent aujourd'hui, est arrivée sur le stand avec mon papa, ma sœur, mon compagnon et des amis. Et en fait, tout le monde a reconnu ma grand-mère. Tout le Ah monde ouais. allait la voir en lui disant, et je n'étais pas encore là. Oh wow. Et tout le monde allait la voir en lui disant, mais vous êtes exceptionnelle, etc. Oh. Et enfin, elle me l'a raconté après. Et moi, j'arrive sur le stade, j'étais dans les coulisses et on me dit par SMS, François, il y a tellement de monde qu'en fait, on va attendre un peu de sécuriser la zone pour te faire venir. Ok. À un moment donné, j'arrive, je me souviens, j'avais un vidéaste derrière moi avec une grosse caméra parce qu'on faisait après une petite vidéo ensemble sur les réseaux sociaux, donc il était là derrière moi. Et j'arrive et d'un coup, je me dis waouh! Et en fait, c'était la toute première fois que mon papa venait à un événement où j'étais là et que je rencontrais mon public Ah et oui. mes abonnés et tout. Et en fait, mon papa, enfin, mes parents en général, ils ont pas conscience. Ils savent ce que je fais, mais ils comprennent pas Ouais, c'est trop ça, et ouais. voilà. Et en fait, pendant la dédicace, j'ai dédicacé pendant 3 heures. Waouh. Et pendant toute la dédicace, je sentais le regard de mon papa me dire c'est mon fils, qu'est-ce que je suis fière de ce qui Oh, lui c'est arrive. cool. Et je sentais qu'il me transmettait un message de ah oui, ce que tu fais, c'est pas rien. Ouais. Et en fait, au tout début, moi je me souviens, enfin au tout début, que vraiment le compte a pris de la notoriété et que j'ai commencé à devenir quelqu'un public. Il y avait des gens qui venaient m'attendre à la gare, parfois. Et mon papa comprenait pas. Mon papa comprenait pas et il me disait mais pourquoi des gens viennent t'attendre là, Ah descendre oui. du train et tout. Et en fait ça a été un long processus de dire à mes parents mais vous me voyez comme François, votre fils. Mais il y a des milliers de gens qui me voient comme François peut-être, mais pas comme vous en fait. Ouais. Et ça a été un long processus de conscientiser que j'étais rentré dans la vie des gens, de me rendre compte qu'à chaque coin de rue, je peux être arrêté par quelqu'un et que faut faire attention à soi aussi, à son image. Et vraiment, la dédicace, le lancement, ça a été hyper marquant. Et pour moi aussi, parce que moi, je me suis dit, il y aura 30 personnes, dans 1 heure, c'est fini, grand max. Ah ouais? Et comment? Et alors, j'ai reçu énormément de cadeaux.
énormément de lettres, on avait des sacs, enfin, c'était juste dingue. Et je suis rentrée chez moi et il y a eu ce moment où j'étais tout seul avec mon compagnon et je lui dis mais c'est très bizarre ce qui vient de se passer parce que j'étais au centre de tous ces gens et puis je suis là, il n'y a plus personne et tu sais j'avais le sourire aux lèvres, j'avais les yeux qui piquaient, je regardais tous les cadeaux sur la table et je me dis mais... Et là mon mec m'a dit François, les gens, ils t'aiment. Les gens, ils t'aiment pour ce que tu fais. Et en fait, parfois, j'ai eu envie de tout arrêter. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me remettre en question, d'être dégoûté. Et en fait, à chaque fois que je croise quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un qui me suit, je me dis, mais en fait, c'est pour eux que je fais tout ça aussi. Et ça, le courrier, cet été, c'était dingue. Enfin, je pleurais à chaque fois. Je lisais pas tout d'un coup parce que je pleurais à chaque fois. Mais c'est vrai que... je conscientise pas toujours tout. Ça a marqué vraiment un tournant, cette dédicace? Un tournant, je sais pas. Je sais pas, mais je me suis dit, ah oui, il y a vraiment des gens en fait. Ouais. Je me suis dit, c'est pas... Après, je me rendais bien compte à travers les messages que je recevais, les commentaires, les likes, etc. Mais il y a rien à faire. La réalité, c'est beaucoup plus... Oui, beaucoup plus... Je sais pas quel serait le mot, mais... c'est réel en fait, on passe au-delà d'un écran. Et moi quand je fais mes petits déjeuners, mes apéros littéraires, on est 15. Donc il n'y a pas une foule de monde, il n'y a pas de gens qui viennent au cas où il y aurait une place en plus. J'ai pas ce genre de comportement parce que je pense que j'ai une communauté très bienveillante et qui respecte ce genre de choses. Et très souvent, les premières fois, il y avait des gens qui arrivaient en larmes. Parce qu'ils me rencontraient pour la première fois. Ça j'ai beaucoup eu, même dans la rue, des gens en larmes, moi très déstabilisé, mais oui, à la fois il y a les moments plus intimes et la dédicace, c'est vrai que ça m'a... J'ai trouvé ça dingue. Et puis tous ces gens qui te racontent, enfin déjà qui portent tous du jaune parce qu'ils savent que c'est ta couleur préférée, qui sont là avec ton livre, enfin c'est juste fou, c'est vraiment fou, c'est... Ouais, tu te dis à quel moment on m'a appris tout ça, Enfin, après sur le moment même tu penses pas et tu donnes l'attention que que les gens méritent et tu sais pourquoi t'es là, mais après tu rentres chez toi et tu te dis mais c'est quand même fou quoi. C'est pas pourquoi moi, mais ouais, je sais pas, tu te poses plein de questions, en tout cas, ça remue beaucoup de choses. Et moi, dans mon cas, je prends ce qu'il y a de bon à prendre. Tu sais, en dédicace, j'ai eu des gens qui sont arrivés avec des dessins qu'ils avaient fait de ma tête. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou. Et même dans le courrier cet été, j'ai reçu des aquarelles, d'une photo avec mon chien, avec ma grand-mère. Enfin, je me dis, mais ils passent du temps, quoi. Ils m'écrivent, j'ai à peu près 900 messages par jour sur Instagram et je réponds tant que possible, je réponds. Et c'est hyper important et ça, je veux que ça reste. Quel que soit le nom derrière, ce sera de plus en plus compliqué. J'espère parce que ça voudra dire que mon compte prend encore plus d'ampleur, mais je continuerai à le faire. Je leur dois tout. Hein. Tu te rends compte qu'au même titre que toi, Laurie, c'est ton idole, tu as aussi des fans et une vraie communauté comme ça autour de toi. Tu conscientises ça? Ça doit être dur de se dire ça. Ça se trouve, je suis en poster géant chez quelqu'un. Voilà. Non, mais... Ouais, c'est pas évident à se le dire. C'est pas évident et... C'est pas évident parce que je me prends pas non plus pour une star, tu vois. Franchement, tu viens chez moi, je fais le ménage, je mets la table, je fais juste pas à manger parce que je déteste, mais c'est juste depuis toujours ça, et j'ai une vie, je vais pas dire banale parce que j'ai pas une vie comme tout le monde, mais je pense que c'est surtout ça qui me fait dire que je conscientise pas trop parce que je reste moi-même et que tu me rencontres sur un tapis rouge avec un prix dans les mains ou chez moi, je pense être le même. Donc, ouais, non, je crois que c'est ça qui fait que je conscientise pas trop.
Mais tant mieux, Oui, à fond. tant mieux. Et puis Laurie, tu sais, c'est pour être dans la comparaison, elle a été au sommet pendant des années. Ouais, ouais. Elle a foulé les plus grandes scènes pour ses tournées et elle est toujours restée la même et que tu la rencontres en 2000 ou en 2024, je pense que c'est la même, tu vois. Enfin, c'est c'est l'entourage qui fait beaucoup aussi. Moi, j'ai toujours dit à mes proches, si un jour je me prends pour ce que je suis pas, vous me tabassez. C'est jamais arrivé. Ouais. Jamais. Et ça, parce que c'est très vicieux aussi comme milieu. Hein. Ouais, ouais, à fond. Les chiffres, ils peuvent donner le tournis. Hein. Mais moi, déjà, quand on me demande mes stats, je les connais pas. Donc, c'est dire. Mais après, ouais, c'est... Ouais. Je me rends pas compte. Non. Et tu parlais de prix justement, t'en as reçu un Ouais. récemment, le O-Energy Creators Night, Ouais. le meilleur espoir 2024. Ça t'a fait Ouais. quoi de recevoir ce prix? Oh là là. Ça m'a fait beaucoup parce que bah déjà on connaissait pas quand tout le monde a... Faut savoir que je déteste les soirées d'influence. Ouais. Et quand mon agent m'a envoyé coucou, voici une invitation, tu viens pour cette soirée, j'ai refusé tout de suite Ah en ouais. disant moi les soirées d'influence c'est pas trop mon délire. Et pourquoi C'est parce t'aimes pas que ça? parce qu'il y a un côté on veut montrer la meilleure vie du monde. Ouais. Et on profite pas de l'instant présent. Ouais. Encore une fois, j'y reviens. Mais en fait, moi, je me rends compte que les meilleures soirées que je passe, c'est celles où j'ai quasi pas de photos et de vidéos. Mais après, je comprends que pour des invitations, les gens attendent à ce qu'on poste quelque chose. Je comprends tout à fait, mais Ouais. souvent, j'oublie de faire... Enfin, c'est pas que j'oublie, c'est que je suis dans un moment où je rencontre des gens, où je parle avec d'autres. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de gens des réseaux qui sont très seuls en soirée, qui parlent à personne, ou alors ils te disent même pas bonjour alors que sur les réseaux on s'est parlé. Enfin, c'est un Ouais. milieu, voilà. Il y a beaucoup de travers quand même. Et ça colle pas forcément avec mes valeurs et ce que j'aime dans la vie, donc ouais, je les évite. Mhm. J'ai eu plusieurs fois des mauvaises expériences et où j'étais même surpris de découvrir des personnes que je pensais de telle façon, mais en fait pas du tout. Donc j'ai arrêté d'y aller. Et a priori, cette soirée de prix, c'était une soirée d'influence vu qu'on récompense les meilleurs créateurs. Et donc je dis, bah non, moi je fat sans moi. Et là, on me répond, je ne peux pas te le dire, mais tu es nommé dans une catégorie. Et du coup, là, tout de suite, je dis, ben, je vais m'inscrire, parce que j'imagine que si on n'est pas là, on n'a aucune chance d'avoir le prix. Et bon, c'est pas que je voulais à tout prix obtenir ce prix, mais je me suis dit, si je peux l'avoir, ce serait pas une belle façon de mettre la culture à l'honneur sur les réseaux, Ouais, à fond. justement. Justement, où je te parlais en début de conversation de ces gens qui croyaient pas et qui me disaient, mais la culture et les réseaux, ça va Ouais. pas ensemble. Je me suis dit, mais un média comme Énergie qui récompenserait ça, on va essayer, on va tenter le coup. Et donc, pendant un bon mois, j'en ai parlé sur mes réseaux, j'ai incité les gens à aller voter, etc. J'ai joué le jeu. Et je m'étais déjà dit, si je le remporte pas, je suis très fier d'avoir été nommé et d'avoir mis les Ouais. livres et la culture à l'honneur. Et puis le soir de la remise du prix, je rentrais, j'étais en déplacement, je me souviens. Et je me suis à peine changé, je me suis apprêté, j'ai mis ma belle tenue. Et c'était une soirée où t'es un peu Madonna, hein. On te prend dans une voiture, on t'amène, tu descends de la voiture, tapis rouge, machin et tout. Vraiment les paillettes. Et, et là, la cérémonie commence, donc les catégories s'enchaînent. Et tu sais, il y avait la voix d'Énergie qui Ouais. disait les nommés sont, et puis t'avais les têtes, et puis t'avais le gagnant est. Et donc arrive la catégorie meilleur espoir. Et donc les têtes s'affichent. Et c'est vrai que quand livraison de mots apparaît, les gens crient dans la salle, mais moi je suis convaincu qu'ils ont crié plus que pour les autres. Même si je les aime de tout mon cœur. Et, et après, le gagnant est, et là ma tête apparaît. Et déjà, le stress redescend. J'arrive sur scène et il y avait des comment on dit en français, des artifices comme ça, oui, comme des
Oui, un peu comme des feux d'artifice, mais moins feux d'artifice, mais quand même impressionnant, de la fumée et ma tête en grand. Et je me souviens d'avoir dit à la présentatrice, je suis arrivée sur scène, je l'ai regardée, j'ai fait « Waouh, j'y crois pas !» Je me souviens que j'ai dit ça. J'ai vu ma tête et j'ai dit « Waouh, j'y crois pas !» Mais ça, on le voit pas sur les images parce qu'en fait, j'étais de dos à la scène. Et c'était... Pour l'anecdote, au Spirito, à Bruxelles, la cérémonie, et il y avait des livres sur scène, il y avait des bibliothèques. Ah oui. Et avant que la cérémonie commence, j'ai dit à mon mec, ça va peut-être jouer en ma faveur. J'adore. Et après, en fait, j'en ai profité. Les gagnants parlaient pas beaucoup, donc je me suis dit, tu vas pas faire un long discours. Et j'ai juste dit merci à mes proches, merci à ma famille, merci aux gens qui ont voté. J'ai dit merci à ma famille qui comprend pas toujours ce que je fais, mais qui est toujours fière. Et j'ai terminé en disant... je dédie ce prix à toutes ces personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Je suis descendue de la scène et là il y a Jill, Silent Jill, qui m'a pris les mains et qui m'a dit bravo, 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 tu le mérites et tout. Et j'étais là, waouh, Jill, la queen de l'influence en Belgique. Et après, je me suis rassis à ma place. Et puis, très vite, la cérémonie s'est enchaînée, c'est terminé. Et en fait, tu te lèves et là, tu as tous les micros qui arrivent. C'est quoi votre première réaction? Enfin, il y a eu un truc assez particulier. Et puis après, tu restes sur ton nuage. Hein, même pendant quelques jours, je suis resté sur mon nuage. Et après, pendant toute cette soirée, tu as tous les gens qui viennent te voir et même ceux qui ne te connaissent pas et qui te disent... moi, c'est là où j'ai encore conscientisé plus de choses, qui me disent... C'est génial ce que tu fais, tu parles de livres sur les réseaux. Et je me suis dit, mais... Non pas que ça me semble évident, pas du tout, mais je me suis dit, yes, il y a encore des gens qui découvrent que ça existe. Et alors là, toute la soirée, ça a été ça. Énormément de gens sont venus me voir en me disant que les livres soient récompensés, ça donne de l'espoir. Et moi, comment parce qu'en lien avec la catégorie aussi. Et moi, comment j'ai vu la catégorie meilleur espoir, parce que on pourrait se dire, il a commencé il y a 6 ans, c'est plus vraiment un espoir maintenant, c'est aussi une interrogation qui s'est posée. Mais moi, j'aime toujours dire, et à l'heure actuelle, je le dis encore, que ce n'est qu'un début. Et moi, je le vois comme ça. Je suis récompensé pour tout ce qui s'est passé avant. Mais il y a encore plein de choses qui arrivent après. J'en suis persuadée. Et tu vois comment, justement, la suite? Ce que je me souhaite, en tout cas, c'est d'être toujours aussi heureux. Quel que soit le chemin après, mais c'est le plus important. C'est au niveau du pro, au niveau du perso, c'est d'être heureux, vraiment de cultiver ça. Et le bonheur, il n'arrive pas en claquant des doigts. C'est quelque chose qui se travaille, selon moi. Mais pas professionnellement, mais qui vraiment... c'est un état d'esprit et il faut être conscient de ça, si ça ne va pas vous tomber dans les bras, je pense. Donc c'est d'abord ça, et puis... j'ai plein de rêves, donc j'espère en réaliser plein et d'en avoir encore et toujours. C'est comme ça que je la vois la suite. J'ai pas de... Je sais qu'il y a des choses qui arrivent, mais voilà. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin. Du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Plus je savais que tu allais me la poser. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait? Je vais d'abord te dire que moi, je suis quelqu'un, quand on me ferme la fenêtre, donc quand on me ferme la porte, je pousse la fenêtre. J'ai pas peur, j'ai beaucoup d'audace. Et je pense que ça a payé aussi dans ma carrière pro. Ça a payé. Moi, tu me dis un non, et je vais tout faire pour avoir un oui au final. Je suis assez têtu aussi. Mais qu'est-ce que j'ai pas osé faire et que je crois que j'aimerais oser faire un voyage pour moi, tout seul. J'apprécie vraiment faire des activités seul. Aller au cinéma, aller voir une expo, aller à Paris, j'y vais souvent très seul pour le boulot. Mais je kifferais, je pense, et j'ose pas encore, aller très loin, mais tout seul. Et ça, j'ose pas encore. Je pourrais, mais j'ose pas. Je sais pas pourquoi. Trop chouette. Je te le souhaite, du coup. Merci. Merci beaucoup, c'était trop bien. Merci à toi, c'était trop chouette. Merci François d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode.
J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.